Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Bienvenue dans notre analyse croisée. Le débat d'aujourd'hui, il prend sa source dans un guide d'apprentissage du français, Mastering French, Correcting Fatal Errors for A2 Learners. Ce matériel part d'un postulat assez fort. Pour un apprenant de niveau intermédiaire, le chemin le plus direct vers la confiance passerait par l'éradication ciblée de 5 types d'erreurs grammaticales. Des erreurs qualifiées de fatales. Le décidant. Oui, et la question qui se pose, au fond, elle est plus profonde qu'un simple choix entre, disons, la précision et la fluidité. Est-ce que le guide a raison de proposer cette approche quasi chirurgicale? Le fait de se concentrer sur ces erreurs spécifiques, est-ce que c'est vraiment la clé? Ou est-ce qu'au contraire, cette focalisation un peu intensive risque de créer une anxiété qui paralyse l'apprentissage? Tout à fait. Je soutiendrai que la maîtrise de quelques points de grammaire à fort impact, ça procure un avantage énorme en termes de clarté. C'est ce que j'appellerais un levier grammatical. Le dissident. Et moi, je prendrais la position inverse. Je pense que le guide commet une erreur d'analyse fondamentale. Il confond la corrélation et la causalité. Je suggérerais que la confiance, en fait, n'est pas le résultat de la précision grammaticale, mais qu'elle est bien le prérequis pour oser pratiquer. Et c'est cette pratique qui, elle, mène à la précision. C'est qu'une distinction intéressante. Pour ma part, je suis convaincue que le guide a raison d'utiliser le mot fatal. Il est fort, certes, mais il est juste. Ces erreurs ne sont pas fatales pour l'apprenant, mais bien pour le sens de la phrase. Quand le texte prend l'exemple d'une confusion d'auxiliaires, comme « elle est finie, le devoir », on n'est plus dans la nuance là. La phrase tout simplement n'a plus de sens clair. L'interlocuteur ne se dit pas « tiens, c'est mal formulé », il se dit « je ne comprends pas ». L'approche du guide, ce n'est donc pas du perfectionnisme. Non, c'est une stratégie de l'essentiel. En se concentrant sur ces 5 piliers, passé composé, préposition, accord, etc., on ne vise pas l'écriture académique. On vise à construire une fondation solide pour que la communication puisse exister. L'histoire de Marie, qui est au cœur du matériel, en est la démonstration parfaite. Sa confiance explose, mais à quel moment? Après avoir travaillé ces points précis avec son collègue Luc. Le compliment final qu'elle reçoit, « Votre français est excellent », ce n'est pas juste un encouragement poli, c'est la validation de sa compétence. Et c'est cette compétence qui nourrit sa confiance sur le long terme. Le dissident haine. Je comprends la logique, bien sûr, mais je pense qu'elle ignore complètement la psychologie de celui qui apprend. Le terme fatal, justement, est une source de pression immense. À un niveau A2, l'objectif premier, c'est de réussir à transmettre un message, de se connecter à l'autre. Le contexte, les gestes, l'intonation, tout ça aide à se faire comprendre. Or, en qualifiant des erreurs de fatales, on place une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de chaque phrase. Et la preuve, c'est le texte lui-même qui nous la donne. Il décrit l'angoisse initiale de Marie. « Ça va mal, mon français n'est pas aussi bon que je le croyais ». Cette anxiété n'est pas un moteur, c'est un frein très puissant. Elle est la conséquence directe de cette focalisation sur la faute. La peur de commettre une erreur fatale peut tout simplement empêcher de parler. Et c'est là que je vois une contradiction fascinante dans le guide. Il est écrit noir sur blanc, je cite, « Parler avec confiance, même si vous faites des erreurs, est important ». Cette phrase, à elle seule, elle mine toute la philosophie du livre. Elle suggère que la confiance doit venir avant la perfection. Elle valide l'idée que la pratique, même imparfaite, est le véritable moteur. La confiance, c'est le carburant. Ce n'est pas la médaille qu'on reçoit à la fin. Attendez, vous dites que la confiance doit venir avant, mais comment la construire sur du sable? Le guide ne propose pas de paralyser, il propose une libération. Il dit à l'apprenant, ne vous inquiétez pas de tout. Concentrez-vous sur ces 5 points. Si vous maîtrisez ça, 80% du travail d'intelligibilité est fait. Prenons une autre erreur citée, un ancienne maison. Bien sûr, on comprend le sens, mais comme le souligne le texte, cette erreur choque l'oreille. Elle signale immédiatement un manque de maîtrise, surtout dans un contexte professionnel. Et ça, que ce soit juste ou non, ça peut affecter la crédibilité. Le dissident. Mais est-ce que ça choque l'oreille au point de rompre la communication? C'est ça la vraie question. Vous mettez sur le même plan une erreur qui empêche la compréhension et une autre qui est un simple marqueur d'apprentissage. Et pour moi, c'est le problème fondamental de ce guide. Je ne les mets pas sur le même plan en termes de gravité absolue, mais en termes de levier stratégique. Dans un contexte professionnel, la crédibilité, c'est une forme de communication. Si votre interlocuteur est distrait par des fautes de base, il écoute moins votre message.
Et pire, une erreur de préposition comme le classique « il est sur le bus » au lieu de « dans le bus », ce n'est pas une simple maladresse. Ça change radicalement le sens. Ignorer ces points, ce n'est pas encourager la fluidité, c'est accepter une communication qui est floue et potentiellement erronée. Le guide offre une méthode pour être clair, c'est pragmatique, lui dit Sidan. Mais c'est là qu'il faut absolument hiérarchiser. Le guide met tout dans le même sac fatal, et c'est une simplification, excessive. Soyons concrets. Prenons 2 des 5 erreurs, l'accord de l'adjectif et le choix de l'auxiliaire. Dire « une maison ancienne », est-ce que c'est vraiment aussi fatal que de dire « je suis tombé mon portefeuille ». Dans le premier cas, n'importe quel natif corrige mentalement en une seconde, l'info passe à 100%. Dans le second, il y a un vrai risque de contresens. Vouloir éliminer ces 2 types d'erreurs avec la même urgence au niveau A2, c'est une erreur pédagogique. Ça crée une charge mentale énorme au détriment de l'essentiel. Trouver ses mots, oser parler. On demande à l'apprenant de jongler avec trop de choses en même temps. Mais c'est précisément là que nos visions de la confiance divergent. Vous voyez la confiance comme une sorte de courage pour se lancer, alors que le texte, lui, la présente clairement comme le résultat d'une compétence. La confiance soluble, celle qui ne s'effrite pas, elle vient du savoir. Marie ne devient pas confiante en se disant « ce n'est pas grave de faire des erreurs ». Non, elle devient confiante quand elle sait que ce qu'elle dit est correct. C'est ça qui lui permet pendant sa réunion de se concentrer sur ses idées et pas sur la peur de chaque accord. Le guide l'affirme, la correction des erreurs augmente votre confiance. C'est un processus d'autonomisation. Le compliment de Hermire à la fin n'est pas anodin. Il ne dit pas « j'ai compris malgré les fautes », il dit « votre français est excellent ». C'est cette validation basée sur une compétence réelle qui ancre la confiance pour de bon. Le dissident, j'entends bien, mais je lis la même histoire et j'en tire la conclusion inverse. Vous vous focalisez sur le résultat final, la réunion, mais vous ignorez le processus. Comment Marie en arrive-t-elle là? Le matériel nous donne un indice crucial, une petite phrase que vous avez omise. Il est dit qu'elle s'entraîne avec une amie et, je cite, qu'il rigole aussi quand on fait des erreurs. Pour moi, c'est la clé. Cet environnement social, dédramatisé, où l'erreur est non seulement acceptée mais devient source de rire, voilà le véritable moteur de sa confiance. C'est ce cocon de sécurité qui lui a donné le courage d'affronter ensuite la correction plus formelle avec Luc. Sans cette pratique décomplexée, les leçons de Luc n'auraient été qu'une source de stress en plus. Mais concrètement, dans un environnement pro, vous préférez un collègue qui s'exprime de manière très fluide mais qui fait des erreurs de base, ou un collègue un peu plus lent peut-être, mais dont le propos est grammaticalement juste et donc sans ambiguïté. Le dissident, c'est un faux dilemme. Je préfère un collègue qui communique efficacement. Et la communication efficace, ce n'est pas la perfection grammaticale. C'est la capacité à se faire comprendre, à interagir. Un collègue paralysé par la peur de faire une faute de préposition n'est pas efficace. L'histoire de Marie le montre bien. La confiance vient de la pratique, et la pratique est inhibée par la peur. L'approche de guide en brandissant ce mot fatal risque juste de renforcer cette peur. Luc a pu aider Marie parce qu'elle avait déjà commencé à se débloquer avec son amie. Je ne vois pas ça comme des éléments opposés, je les vois comme séquentiels et complémentaires. Le guide propose justement une méthode structurée pour que la pratique devienne plus efficace. Ce n'est pas une obsession, c'est une stratégie. En lui donnant des astuces sur 5 points précis, Luc ne la stresse pas, il lui donne des outils, une feuille de route, avant de peindre les murs. On ne peut pas avoir une fluidité efficace sur des bases chaotiques. Le guide propose de solidifier ses fondations. Comme ça, la pratique avec son ami devient plus fructueuse, parce que Marie peut y appliquer de manière consciente ce qu'elle a appris. L'un nourrit l'autre. Le dissident? Ah, là je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée d'étape de construction linéaire. L'apprentissage d'une langue, ça ne marche pas comme un chantier. C'est un processus organique, une spirale. Les règles, on les assimile vraiment que quand on les utilise en situation réelle. D'ailleurs, le guide l'admet lui-même presque à contre-cœur quand il écrit « Plus vous pratiquez, moins vous faites d'erreurs ». C'est la pratique qui est première. L'histoire de Marie, ce n'est pas cours de grammaire, puis pratique. C'est une interaction constante avec Luc. Elle parle, il la corrige, elle réessaye. Elle applique tout ça dans un contexte qui a du sens pour elle. Isoler 5 erreurs et les présenter comme une liste à cocher avant de pouvoir vraiment parler, c'est une vision très réductrice de la réalité. Je dois avouer que votre point sur l'environnement dédramatisé me fait réfléchir. Peut-être que la méthode du guide n'est efficace que si elle est appliquée dans un contexte socialement sécurisant, comme celui que Maria a avec son amie. Le guide ne le précise pas et c'est peut-être sa faiblesse. Il présente la correction comme une solution purement technique en oubliant le facteur humain.
Cependant, je maintiens que sans la carte fournie par Luc, Marie aurait erré bien plus longtemps. Elle aurait pratiqué, oui, mais elle aurait peut-être aussi ancré ses erreurs, ce qu'on appelle la fossilisation. Le guide, lui, propose un raccourci pour éviter que les mauvaises habitudes ne s'installent. Le dissident, un raccourci qui peut mener à une impasse si l'apprenant a trop peur pour prendre la route. La fossilisation est un risque, c'est vrai, mais la paralysie en est un autre bien plus grand à mon avis. Le plus important, c'est de maintenir l'apprenant en mouvement, de l'encourager à parler. La correction vient ensuite, au service de la communication, et pas l'inverse. Le guide, par son ton, met la charrue avant les bœufs. Il donne l'impression que la communication ne peut commencer qu'une fois la propreté grammaticale atteinte, alors que c'est en communiquant qu'on devient plus propre, si je puis dire. En résumé, je reste convaincue que la fluidité ne peut pas se construire durablement sur des sables mouvants grammaticaux. Pour un apprenant de niveau A2, à ce moment charnière, le guide a raison d'identifier ses erreurs. S'y attaquer de front, c'est le chemin le plus direct vers une communication claire. La précision sur quelques points clés n'est pas l'ennemi de la fluidité, c'est la condition qui permet à une confiance authentique d'émerger. C'est un levier, pour être mieux comprise et plus crédible. Le dissidentoire. Et pour conclure, je dirais que ce guide, même s'il est utile sur le plan grammatical, fait plus de mal que de bien en dramatisant l'erreur avec ce terme de fatal. Une approche plus équilibrée qui encourage la prise de parole avant tout, qui voit l'erreur non pas comme une fatalité mais comme une opportunité, cette approche est bien plus motivante. La confiance est le moteur, pas la destination. Et le texte lui-même, en nous parlant des rires de Marie avec son ami, nous montre involontairement la voie la plus humaine et la plus efficace. Ces deux lectures de la même histoire révèlent bien la tension au cœur de l'apprentissage d'une langue étrangère. Cet équilibre très délicat à trouver entre le besoin de justesse pour être clair et le besoin de lâcher prise pour être fluide. Le dissident. Absolument. Et le matériel source, au final, au-delà de sa thèse principale, offre des éléments pour que chaque apprenant puisse réfléchir à sa propre stratégie, à ce qui marchera le mieux pour lui. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur une leçon de français, Mastering French, pour le niveau A2 qui cible 5 erreurs dites fatales. C'est un document qui est très ambitieux. Il est dense, vraiment riche en informations. Oui, et la question qu'on se pose, c'est de savoir si toute cette richesse, est-ce qu'elle aide vraiment l'apprenant ou si elle risque de devenir un obstacle? C'est exactement ça. Le contenu est là. L'expertise est indéniable. Mais en pédagogie, la façon de présenter, c'est parfois aussi important que le contenu lui-même. C'est une excellente analogie. Ça m'amène d'ailleurs directement à notre premier point. La structure du document et surtout le positionnement du vocabulaire pourraient créer une barrière à l'apprentissage au lieu de le faciliter. Une barrière, c'est le mot. Il faut s'imaginer, on est un apprenant A2, on est motivé, on ouvre la leçon, on lit l'intro, super, et là, bam, partie 2, vocabulaire. Une liste de 50 mots de vocabulaire grammatical. Ah oui, je l'ai vu. Participe passé, élision, syntaxe. Exactement. C'est une avalanche de concepts abstraits avant même d'avoir vu une seule phrase en contexte. C'est un peu comme vouloir apprendre à conduire et commencer par mémoriser le nom de toutes les pièces du moteur. C'est juste intimidant. C'est intéressant parce que l'intention, elle est bonne. C'est d'outiller l'apprenant, mais vous pensez que l'impact est si négatif que ça peut le faire abandonner? J'en suis convaincu. Pour un apprenant à ce niveau, la confiance, c'est fragile. Face à une liste comme ça, il a deux réactions. La première, c'est « Oh là là, je connais rien de tout ça, c'est trop compliqué pour moi ». Et là, c'est le découragement. D'accord. Et la deuxième? La deuxième, c'est qu'il saute la liste en se disant « Bof, je verrai ça plus tard », ce qui annule complètement l'objectif de la section. Dans les deux cas, on a créé une friction qui n'était pas nécessaire. Donc si je comprends bien, au lieu d'un gros dictionnaire à l'entrée, ce serait plutôt des petites aides, des infobulles qui apparaissent juste quand on en a besoin. C'est tout à fait ça. L'idée, ce serait de démanteler cette partie 2 et de la saupoudrer dans le reste de la leçon. Concrètement? Quand on aborde la première erreur, la confusion entre avoir et être, c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, qu'on prend deux lignes pour définir participe passé. L'apprenant voit le mot, sa définition et son application dans la même seconde. Le concept passe de l'abstrait au concret instantanément. Et pour un mot comme préposition, par exemple? Même logique. Juste avant d'expliquer l'erreur numéro 2 sur les prépositions, on met un petit encadré. Au fait, une préposition, c'est quoi? C'est un petit mot comme à, de, dans. C'est simple, c'est juste à temps et c'est directement applicable.
Et le glossaire complet, on en fait quoi? On le jette? Pas du tout. Sa place est juste, à la fin, en annexe. Comme ça, il devient une ressource pour réviser, un filet de sécurité, mais plus une barrière à l'entrée. D'accord, je vois. Cette refonte change concrètement la dynamique. On passe d'une approche où on pousse la théorie à une approche où la pratique tire la théorie. C'est beaucoup plus naturel. Et cette idée de bâtir la confiance est essentielle. Ce qui m'amène à un deuxième point. Il y a un manque de cohérence dans certains exemples et des notes internes qui sont visibles, ce qui peut nuire à la clarté et à l'autorité de la leçon. Ah, vous mettez le doigt sur quelque chose de très sensible. On a parfois l'impression de lire par-dessus l'épaule de l'auteur pendant qu'il travaille. On voit ses notes, ses doutes. Par exemple, sous la définition de contexte, il y a cette explication sur dans le bus ou sur le bus qui finit par Maybe a better example. voilà. Ou plus loin, sous déterminant, on trouve des wait. Pour nous qui analysons, c'est presque charmant. Mais pour l'apprenant, c'est... C'est déstabilisant. C'est comme si le prof au tableau s'arrêtait et disait attendez, je suis pas sûr de mon coup. Toute l'autorité pédagogique s'effondre. Un apprenant à deux, il a besoin de règles claires, d'un socle stable. Si le socle tremble, comment voulez-vous qu'il construise quelque chose dessus? Exactement. La leçon doit être une version finale impeccable. Tout ce bruit de fond éditorial doit disparaître. Chaque exemple doit être choisi avec un soin chirurgical. Prenons l'exemple sous le mot ambiguïté. Je mangerai le gâteau demain. Pour un apprenant à deux, cette phrase est parfaitement claire. L'exemple risque de créer de la confusion là où il n'y en a pas. Tout à fait. Il faut donc faire un grand ménage. Alors pour l'exemple du contexte, au lieu de cette subtilité entre dans et sur le bus, qu'est-ce qui marcherait mieux pour un niveau A2? Il faudrait quelque chose de plus fréquent, une règle qu'il rencontre tous les jours. Par exemple, la différence entre jouer à un sport et jouer des un instrument. Je joue au tennis contre je joue du piano. C'est une distinction super courante en français, l'exemple est simple, il est mémorable et il illustre parfaitement le point. C'est infiniment plus clair. Et pour un mot comme déterminant, il suffirait donc de présenter la version finale, corrigée, de montrer que mon livre est correct et que ma livre est faux, sans montrer toute l'hésitation qu'il y a eu avant. C'est ça, on montre le résultat, pas le brouillon. Et pour l'ambiguïté, si on veut vraiment garder ce concept, il faut un exemple beaucoup plus frappant. Comme par exemple, une phrase comme « J'ai vu un homme dans le parc avec un télescope ». Là, la question se pose tout de suite. Qui a le télescope? Moi ou l'homme? L'ambiguïté est évidente, même pour un non-natif. Chaque exemple doit être un pilier solide. d'accord. Donc, premier point, on intègre le vocabulaire de manière contextuelle. Deuxième point, on polit chaque exemple pour qu'il soit une source de confiance absolue. Mais en parlant de ça, je me dis qu'on réorganise les pièces, mais qu'on pourrait peut-être changer le jeu lui-même. Je pense à cette histoire de Marie qu'on trouve tout à la fin du document. Ah, Marie, hein. Là, on arrive au cœur du réacteur. Polir les exemples et la structure, ça fait passer le document de bon à très bon. Mais l'histoire de Marie, c'est l'opportunité de le faire passer de très bon à exceptionnel. C'est une excellente idée, cette histoire. Marie et son chemin vers une communication parfaite. C'est charmant, ça met les erreurs en contexte. Oui, mais le problème, c'est sa place. Elle arrive en partie 4, tout à la fin. C'est dommage. C'est vrai, ça m'a fait l'effet d'un dessert après un repas très très copieux. C'était agréable, mais j'avais déjà traversé le plus dur. On la lit un peu comme une récompense. Et si ce n'était pas le dessert, mais le plat principal? Si ce n'était pas une illustration finale, mais le moteur de toute la leçon? C'est là que se trouve la vraie transformation. Vous voulez dire tout inverser. Commencer par l'histoire de Marie et construire la leçon autour d'elle? C'est radical. C'est radical, mais c'est beaucoup plus aligné avec la façon dont on apprend. On est fait pour les histoires. Imaginez, leçon page 1. On voit l'email que Marie envoie à son patron, R. Muller. Et dans cet email, il y a une faute. Disons qu'elle écrit, en tant que femme, « Je suis ravie de cette opportunité ». Et là, la leçon s'arrête et demande « Vous avez vu l'erreur de Marie ?» Ah, c'est brillant. L'apprenant devient un détective. Il n'est plus un réceptacle passif, il est engagé. Exactement. Et c'est seulement après avoir identifié le problème qu'on introduit la règle numéro 4, l'accord de l'adjectif. La grammaire n'est plus une règle abstraite à mémoriser. Elle devient l'outil dont on a besoin, là, maintenant, pour aider Marie. On crée un besoin et on y répond. Et on pourrait continuer comme ça. La conversation de Marie avec son collègue Luc pourrait contenir une autre erreur, peut-être sur le passé composé. Bien sûr. Luc lui demande « Alors tu as déjà fini le rapport ?»
Et sa réponse devient le tremplin pour expliquer la différence entre avoir et être. Chaque morceau de l'histoire introduit une nouvelle erreur fatale. La leçon devient une quête, en fait. On suit le parcours de Marie, on l'aide à résoudre ses problèmes. Et la présentation finale de Marie, cette fois parfaite, n'est plus une simple illustration, c'est le point culminant de notre voyage, la preuve que les outils qu'on a appris fonctionnent vraiment. C'est beaucoup plus puissant. C'est une transformation complète. On ne lit plus une leçon, on participe à une histoire. La motivation doit être décuplée. Alors si on résume, premièrement, intégrer le vocabulaire de manière organique dans les leçons pour un apprentissage contextuel juste à temps. Deuxièmement, affiner et finaliser chaque exemple pour qu'il n'y ait plus aucune hésitation, pour que la clarté soit absolue et que la confiance s'installe. Et troisièmement, le plus grand changement, faire de l'histoire de Marie non pas la conclusion, mais le fil rouge, le cadre central de toute la leçon pour maximiser l'engagement. Un point. La substance de cette leçon est excellente. La sélection des 5 erreurs est parfaite pour un niveau A2. Le contenu est vraiment bon. Oui, ces propositions visent vraiment le comment plutôt que le quoi. C'est ça, et avec ces ajustements, ce document a le potentiel de devenir un outil d'apprentissage exceptionnellement efficace et mémorable. Nous serions vraiment ravis d'examiner une version révisée.